Et à tous, nous sommes très heureuses de vous recevoir pour ce nouvel épisode de la série In the Process, une série d'interviews en ligne mise en place par l'AICA Caraïbes du Sud, qui est une session interrégionale de l'Association internationale de critique d'art. Ces conversations avec des artistes de la Caraïbe ont pour objectif de mettre en valeur le travail de ces artistes, mais aussi de nous permettre de nous plonger dans leur processus de création et avoir un aperçu du travail continu des fabrications et de transmission des sens. Pour ce troisième entretien, nous sommes deux curateurs, moi-même, Mathilde Dos Santos, et ma collègue Barbara Prezo, qui est curateur et artiste, et nous recevons quatre jeunes artistes caribéennes francophones, donc Gladys Gambi de Martinique, Louisa Marajo de Martinique est basée à Paris, Tessa Mars d'Haïti, basée à ce moment en Amsterdam, et elle nous en parlera, et Calici Napameri de la Guadeloupe. Donc, nous allons chacune nous présenter, on va faire un petit tour de table, et ensuite on va faire les questions-réponses. Et vous avez le chat activé, donc vous pouvez et vous devez y poser vos questions. Comme ça, après notre première partie, les artistes pourront répondre directement à vos questions. Et je passe la parole tout de suite à Barbara qui va se présenter. Alors, je suis Barbara Prezo-Stephenson, artiste visuelle, critique, membre de l'AICA SC, aussi membre de DAWA, Diasporic African Woman Artist, qui fête ses 30 années de création au Canada. Et je suis actuellement coordonnatrice du CIF, qui est le programme d'innovation caribéen pour les industries créatives. Alors, je suis Gladys Gambi, artiste plasticienne. Je vis en Martinique, je travaille en Martinique. Et j'ai été diplômée du campus caribéen des arts et depuis, j'essaie d'exposer un peu partout, de réaliser des résidences dans la Caraïbe. Et je travaille essentiellement autour de la condition féminine noire à travers le dessin, la sculpture, la gravure. Voilà, c'est... Oui, j'ai oublié de dire que chacune allait peut-être nous dire un petit peu son actualité. Donc, oui, aussi. Alors, en ce moment, je prépare une exposition à l'Atrium avec Ricardo Zélafontaine, Agnès Bézéfin, Pauline Bonnet, autour de l'ocytocine. Donc, ça va se passer au début du mois de mars, à partir du 1er mars, si je ne me trompe pas. Et puis, bientôt, je partirai à la Cité internationale des arts pour réaliser une résidence de 3 mois avec des artistes ultramarins comme moi-même. Donc, voilà. Bonjour, je suis Louisa Marajo, j'ai 33 ans. Je suis née, j'ai grandi en Martinique et à 18 ans, je suis partie en Hexagone faire mes études et depuis 10 ans, je vis en région parisienne, en banlieue. Je me considère comme peintre. Je fais une peinture en mouvement qui s'incarne dans des installations d'objets peints, de photographies mises en scène, qui se déplacent beaucoup à travers la prise de vue photographique et le dessin. Et tout ceci traite du chaos en général, du chaos façonné par l'homme et qui influence notre environnement naturel et politique. Et donc, ma question principale, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce chaos et comment on le traverse et comment on vit avec. Voilà, mon actualité aujourd'hui en France, j'ai une expo qui a été déplacée, qui était prévue en mai, qui a été déplacée peut-être en novembre à cause de la crise actuelle. C'est une expo ils m'ont demandé une installation dans un conservatoire d'art en banlieue, dans le 78. Et donc voilà, tout est déplacé pour le moment. Donc tout est au jour le jour. Bonjour, je suis Tessa Mars, je suis née, j'ai grandi à Port-au-Prince. Et à 17 ans, je suis partie faire des études en art visuel à Rennes, en Bretagne. Et je mentionne parce que c'est un temps de grande isolation pour moi, où je vais très vite me rendre compte que je ne trouve pas exactement ce que je cherche dans le cadre de mes études. Et en fait, je m'ennuie un peu d'en apprendre plus sur l'homme européen blanc. Ce qui fait que très, très tôt, je suis intéressée à retourner en Haïti et à rencontrer la création haïtienne contemporaine.
Et ça va beaucoup déterminer ce que ma pratique est devenue par la suite. Je m'intéresse à une expérience haïtienne et féminine du monde, à l'intérieur et à l'extérieur des frontières nationales. Et je m'intéresse à notre rapport à l'histoire, au corps, à la communauté et aussi à la solitude. Donc, mon travail, je me considère aussi comme peintre, bien que j'explore l'installation de façon très timide, je dois dire, depuis quelques années. Mais je suis actuellement en résidence à Amsterdam, dans une institution qui s'appelle la Reich Academy, et c'est une résidence extraordinaire dans le sens où elle dure 2 ans. Donc, ça me laisse l'opportunité d'explorer justement l'installation, mais aussi la vidéo et quelque chose qui me tient à cœur, le papier mâché. Donc, tous les plans pour l'année passée sont quand même tombés à l'eau un peu, mais je continue de réfléchir et de faire avancer mon travail. Bonjour à tous, donc je suis Kelly Sinapa-Marie, je vis et travaille en Guadeloupe. L'installation m'intéresse beaucoup parce que ça englobe plusieurs médiums, la couture, la vidéo, le dessin, la peinture et bien d'autres. Et donc, depuis 2015, donc, je travaille sur une série, Notebook. Donc, j'y raconte des histoires, des récits, je construis, je déconstruis, tout en m'inspirant de mythes et de contes de l'enfance. Et en ce moment, j'expose à Paris, à la Galerie Sator, avec d'autres artistes. Et le titre de l'expo, c'est Mais le monde est une mangrovité par Chris Cyril. Et j'expose aussi à la Galerie Sator, aussi avec d'autres artistes, en lien avec cette expo qui a lieu à la Galerie Jeune Création. Et normalement, j'ai 2 participations à 2 biennales qui ont été reportées normalement pour l'année prochaine, dont la biennale de Casablanca et aussi la biennale de Sao Paulo. Normalement en 2021, si tout va bien. Je suis Mathilde Dos Santos, je suis brésilienne, je suis installée en Martinique depuis presque 30 ans. Je suis historienne et donc je fais des études d'histoire de l'art. J'ai commencé un doctorat que j'ai commencé à abandonner et commencer, j'espère finir cette année, donc sur la performance de la Caraïbe. Et ce qui m'intéresse, et ça rejoint beaucoup de choses que vous avez dit, ce qui m'intéresse depuis toujours, depuis les années 80, c'est le récit. C'est ce qu'on raconte et comment on raconte et les pouvoirs que le récit a justement de structurer les groupes et donc de créer aussi bien inclusion qu'exclusion. Et comment on peut utiliser le récit pour justement créer plus d'inclusion. Parce que c'est un pouvoir, cette chose-là. Et que je retrouve beaucoup dans l'art, dans la Caraïbe, et qui est quelque chose que maintenant tout le monde en parle, mais qui est présente dans l'art caribéen depuis très longtemps. Ce sont des récits dans lesquels on mélange le biographique, l'auto-fictionnel, les récits intimes, les récits sociaux, etc. Alors, ce qu'on remarque dans les travaux de ces 4 artistes, c'est que ce sont toutes des artistes engagés, avec des travaux très engagés, notamment autour des questions féminines. Donc, ça peut être les violences faites aux femmes, mais ça peut être aussi toutes sortes de violences, donc des violences sociales, des violences climatiques. Donc, Lisa, je pense que c'est plutôt dans ça, parce qu'il y a des injustices climatiques, donc il y a toutes ces questions-là. Et je me suis demandé si vous pensez que c'est le rôle de l'artiste, en quelque sorte, de dénoncer. Parce que cet engagement, il est très fort, il traverse toutes vos créations. Est-ce que c'est le rôle de l'artiste que de dénoncer? Est-ce que c'est le rôle de l'art que d'agir sur le monde? Et on va faire les réponses dans l'ordre inverse. Donc, on va commencer par Kelly. Que ça soit en littérature, au cinéma, en peinture ou en sculpture, l'art dénonce. Et je pense que l'art vaut tous les discours avec des images symboliques qui peuvent frapper les esprits et provoquer cette émotion chez le spectateur. Et donc, pour vous faire un petit peu un petit retour en arrière et un petit résumé de mon parcours, en 2012, j'ai créé un concept, donc Vagina, qui abordait les violences physiques et symboliques envers la femme. Et donc, je vais essayer de vous montrer des photos. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez.
Très bien. Ici, on voit une photo avec une femme qui avec une perruque, une cagoule. Donc, cette photographie est issue d'une série Vagina Jyoti Singh Pandey et qui avait été présentée à Paris. Donc, j'avais réalisé cette série en lien avec un fait d'actualité. Donc, c'était une jeune femme qui avait été violée et tuée dans un bus en Inde. Donc, j'avais réalisé tout ce travail de photographie et de mise en scène. Donc, voilà, ça, c'était en 2014. Je vais essayer de vous montrer autre chose. Ici, c'est une peinture. Je ne sais pas si vous voyez. Très bien. Oui, donc je travaille sur un personnage qui a un regard vraiment sur différents types de domination. Là, la photo précédente, je parlais surtout de domination masculine. Ici, je parle de domination d'un peuple sur un autre peuple. Et vous verrez que tout au long des photos que je vais vous montrer, en fait, j'utilise toujours ce personnage, un personnage, mais toujours une femme qui prendra plusieurs aspects. Ici, c'est une autre série, donc une peinture. Ici, c'est un autre dessin. Donc ici, c'est un pastel sur papier. Donc là, je suis toujours sur la série Notebook. Donc ce personnage évolue avec... on peut l'avoir dans différentes étapes de sa vie. Donc ici, c'est une petite fille. Et donc, elle s'appelle S'embrasse. Donc en lien avec une installation que j'ai présentée, que je présente en ce moment à la galerie Jeune Création. Donc, ce dessin est issu d'une installation le titre c'est L'enfance de S'embrasse. Et je vais terminer par une dernière photo, celle-ci. Voilà, qui fait aussi partie d'une exposition à Paris. Voilà, donc je ne monopolise pas plus l'écran. Je dénonce dans mon travail, mais je n'ai jamais particulièrement articulé celui-là avec ce mot de dénonciation. J'articule ma pratique en tant qu'espace de réflexion et de proposition, où le travail évolue au fur et à mesure qu'évolue ma propre réflexion. Et je vais partager avec vous quelques images de ce que je veux dire par là. Je confronte et j'engage des situations qui me concernent en tant que femme qui vit dans une société patriarcale, capitaliste, raciste. Et je le fais à travers des personnages clés qui sont récurrents et aussi en racontant des histoires. Donc, il y a une trame narrative assez proéminente dans le travail. Et je crée souvent des images séquentielles, c'est-à-dire qu'on peut voir le personnage évoluer. Parfois, ça ressemble même à des étapes préliminaire d'un travail d'animation. Et ce travail enfin, je saute un peu des images, mais ce travail de raconter des histoires me permet de combler un vide, de parler de choses taboues. Et lorsque, par exemple, je crée mon personnage alter ego de Tessaline en 2015, je voulais parler du rapport des Haïtiens au zéro, de l'histoire nationale, du rôle de la femme de l'histoire, mais la première série de travail que j'ai créée, c'est celle-là, qui s'appelle After School, et qui parle du viol et d'abus sexuels durant l'enfance. Donc, pour moi, il s'agit de créer un espace d'échange où tout se discute et où je propose le fruit de mon travail de réflexion et j'invite les gens à discuter et à faire avancer les réflexions sur certaines questions. Donc, dénoncer, oui, mais pour moi, ça ne s'arrête pas que là. Il faut voir, après, il faut voir le travail de healing, de guérison et
et les possibilités pour le futur. Cette question est très importante. L'art est-il un moyen de dénoncer? Bien sûr, on pourrait répondre oui, mais comme vient de dire Tessa, il faut ouvrir la réflexion. Est-ce qu'on va au-delà de la dénonciation? Est-ce qu'on énonce autre chose? Et ayant eu un travail très formel et formaliste au début de mon activité, après, j'ai toujours été dans ce qui était hors du cadre. Donc, faire exploser les réflexions, faire exploser le cadre et faire dépasser la dénonciation pour l'amener peut-être vers une énonciation de quelque chose qui serait peut-être de l'ordre de la poésie, qui traverse la dénonciation et on arrive au-delà, vers autre chose, et faire exploser le cadre, proposer un autre chaos qui ne serait pas vu de façon chaotique et désespérant, mais qui aurait de l'espoir dedans. Et l'idée de poésie et de faire exploser le cadre est fondamentale dans mon travail. Donc, je vais partager avec vous une installation qui s'appelle Winds Flowers, d'ailleurs. Donc, comment faire pousser des fleurs sur les ruines. Et c'est vraiment l'idée déjà de déambuler dans un lieu chaotique, mais générant de l'espoir. Au-delà de ceci, être dans la poésie, être dans l'implicite, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus enrichissant qu'être juste dans la surface de la dénonciation. Un autre problème qui m'est apparu important, et donc je passe à la deuxième, le problème des sargasses, hein, qui a été un choc pour moi à partir de 2018. Alors ça faisait quand même un moment qu'il y avait ceci, mais je ne rentrais pas suffisamment en Martinique pour constater l'ampleur des dégâts. Et pour moi, ça m'apparaissait, on en parlait beaucoup de façon négative, et je me suis dit, pourquoi pas aussi, qu'est-ce qu'on peut faire de ce fléau? Est-ce que ce n'est pas une opportunité aussi pour la Caraïbe? Pourquoi pas fabriquer des choses avec ces ruines de notre monde capitaliste? Et donc, j'ai fait sur cette plage cette installation éphémère où le mot « or » ressort du sable entouré de ces sargasses. Donc, le mot « or » naît des sargasses. Est-ce que ce ne serait pas le nouvel or caribéen? Donc, dénoncer, mais dénoncer poétiquement et énoncer des propositions. Voilà, donc ces deux images montrent un peu l'idée qu'il faut dénoncer, mais qu'il faut dépasser, faire exploser la dénonciation et proposer de nouveaux mondes à travers ces ruines qui nous entourent, et nous aussi, nous devenons aussi ces ruines. Donc, devenons des fleurs. Voilà, merci. Selon moi, oui, l'art est fait pour dénoncer, pour présenter sa vision du monde. Et pour ma part, ça a toujours été un moyen de poser mes observations par rapport à tout ce qui se passe dans la société. Mais ça a aussi été un moyen pour moi de me réapproprier mon corps aussi. Je vais vous présenter quelques visuels. J'ai commencé à travailler sur, je pense à partir de 2017, sur un personnage que j'appelle Maman Chadon, qui est une sorte de divinité inspirée de la maman de l'eau. Et en fait, cette Maman Chadon est apparue à un moment où je me questionnais beaucoup sur mon corps en tant que femme noire, ronde, dans une société caribéenne, mais aussi occidentale. Et je me questionnais beaucoup sur ce rapport, cette vision que les gens ont de ce corps-là. Et elle est arrivée en dessin, premièrement. Et puis, j'ai commencé à faire des photographies autour de ce personnage. Donc, elle se présente avec une coiffe avec des épines de manière sensuelle. Donc, il y a vraiment une dimension érotique autour de cette divinité qui est en fait, selon moi, pour moi, une sorte d'alter ego ou de double. Enfin, c'est encore, c'est une réflexion. Et à travers mes résidences, elle a évolué au fur et à mesure. Par exemple, à Trinidad, où j'ai travaillé avec un autre artiste avec les échasses. Donc, elle a eu une autre dimension dans mon travail photographique. Voilà. Et oui, voilà, pour moi, enfin là, je dirais pas qu'il s'agit d'une thérapie, mais
le moyen de me réapproprier mon corps, de pointer du doigt certaines choses que les gens n'arrivent pas à formuler aussi. C'est ça le rôle de l'art, mais avec aussi une dimension politique, comme le disait Louisa. Et c'est vrai que quand je commence à travailler, je ne me dis pas que je vais forcément dénoncer. Dans ma réflexion, je travaille, je fais ce que j'ai à faire et puis voilà, ça se révèle en fait. Et voilà, ça c'est la dernière partie du travail. Quand j'étais à Trinidad, j'ai travaillé sur le rouge, donc cette couleur qui n'existait pas vraiment dans mon travail. J'étais très focalisée sur le noir et blanc. Au fur et à mesure, le rouge est arrivé comme une sorte de symbolique. Pour moi, c'est une couleur puissante et qui se réfère à la violence, à l'érotisme en même temps. Et, voilà, ce travail-là, pour moi, est vraiment important dans le sens où l'art, je suis vraiment un moyen de trouver son chemin, de trouver des réponses à certaines problématiques, enfin, constante recherche de réponses. Et, c'est aussi une sorte de guérison, mais qui prend son temps. Mais voilà, pour moi, c'est surtout ça. Alors, est-ce que je trouve des solutions? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que les gens qui se retrouvent confrontés à notre travail comprennent et finissent par, les choses deviennent évidentes, en tout cas. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà. Et encore un autre travail autour de cette maman Charlie. Et aussi, c'est vrai que ce travail-là, par exemple, qui s'intitule Potomitan, c'est un travail autour de ce terme potomitan qu'on utilise aux Antilles pour on va dire, cantonner cette femme dans ce rôle de pilier, mais finalement qui n'a pas toutes ses libertés dans cette société patriarcale. Et dans ce travail-là, je voulais justement détourner ce terme de potomitan en, en, en créant une sorte de fusion entre le sexe féminin et masculin pour montrer que le potomitan pourrait devenir autre chose que ce pilier-là, mais plutôt une force, une puissance érotique, sexuelle. Voilà. Tout ça s'embrique dans ma tête, mais j'espère que c'est clair pour vous. Et voilà, c'est une manière pour moi de réapproprier mon corps aussi. Donc, voilà. J'arrête la partage. Voilà. Très bien. Donc, si tu ne trouves pas de solution, tu poses des questions. Donc, ma question aux 4 artistes, donc, elles ont déjà un peu abordé la matière de ce que je voulais leur demander. Partons du constat que le milieu des arts visuels caribéens est encore largement patriarcal. Nous sommes loin de la parité en termes de visibilité, de présence dans les expositions, de politique d'acquisition. Comment avez-vous vécu cette disparité systémique, toutes les 4, à tour de rôle, bien entendu? Comment je l'ai vécu? En fait, cette discrimination-là, elle n'existe pas seulement dans le monde de l'art, hein, enfin, dans le monde de la culture, que ce soit le cinéma, le théâtre ou autre, il y a cette discrimination c'est-à-dire qu'on essaie de battre. Par exemple, ne serait-ce qu'en Martinique, j'ai l'impression que c'est assez compliqué de faire des femmes exposées. Parfois, on m'appelle pour me dire que oui, est-ce que vous voulez bien exposer? Parce qu'il nous manque une femme. Et en fait, on est toujours dans cette recherche désespérée de la femme qui va être là dans l'expo pour combler le manque. Donc, ce sera toujours un manque, que vraiment, je serai la seule exposition. Et voilà, on doit supporter ça et je trouve ça assez déplorable parce que nous sommes quand même d'artistes femmes, que ce soit en Martinique ou autre,
à faire des choses, à travailler. Et c'est dommage qu'on soit appelé pour seulement toujours combler un manque. Voilà, c'est ça. Et par rapport à l'acquisition, bon, je ne sais pas si je peux. Enfin, je me considère comme une novice, hein. J'ai été diplômée en 2014. Au fur et à mesure, j'essaie de faire mon diplôme de chemin. Ben, ouais, j'ai eu ma première acquisition. Enfin, la CTM a fait sa première acquisition dernièrement de mes œuvres qui s'appelle Cycle. Et voilà, est-ce que si j'avais été un homme, ce serait fait plus tôt? Je ne sais pas. Voilà, c'est ça mon questionnement autour de ça. Comme on l'a vécu, ben, on le vit encore actuellement, ça n'a pas changé, c'est toujours le cas. En ce qui me concerne, avant de me voir, quand les personnes voyaient mon travail, ils pensaient toujours que c'était un mec ou un homme derrière. Donc, quand ils voyaient les installations, j'ai eu plein de réflexions, le passage des gilets jaunes, voilà. Donc, quelque chose de très masculin. Alors, et quand ils me voyaient, ils changeaient de mine, on dirait. Et donc, après, qu'est-ce qu'on fait de ça? J'ai toujours su qu'on avait des barrières en étant une femme dans cette société. Donc, j'ai toujours été une combattante de me dire qu'il fallait toujours travailler plus, toujours faire mieux et toujours être là. J'avais aussi le même sentiment que Gladys, qu'on répondait à un quota, qu'on nous appelait parce qu'ils avaient besoin d'une femme. C'est terrible et c'est comme ça encore aujourd'hui. Après, c'est un problème qui existe et nous, les femmes, on ne s'arrête pas à ça. Il faut continuer à travailler et il faut éviter les expositions que de femmes aussi parce que ça nous stigmatise. Ce ne sont pas des femmes ou des hommes qui font des œuvres, c'est de l'art, au-delà des frontières, c'est de l'art, au-delà des frontières de race, de sexualité, de genre, politique, d'espace, c'est de là. Donc voilà, pareil, au niveau des acquisitions, pareil, j'ai eu une première acquisition de la CTM dernièrement également. Alors, est-ce que ça serait arrivé avant? Mais de toute façon, il n'y avait pas de musée, donc je ne sais pas. En vivant à Paris, alors là, l'invisibilité, elle est double, étant une femme noire, homosexuelle, qui ne rentrent pas dans leur case. Le fait de pas, dans mon travail, je ne parle pas explicitement de postcolonialisme, de choses où ils aiment bien catégoriser les artistes ultramarins. Donc, moi, c'est out de côté, on ne sait pas dans quel cas l'arranger. Donc, ça, j'ai toujours appris à vivre avec et à faire mon travail, en fait, à faire ce que j'avais à faire. Comme disait Gladys, on est là pour créer des mondes et partager des mondes. Après, la réception, qu'elle se fasse ou pas, voilà. Hein. On fait et on propose de l'art et de la poésie et c'est indispensable aujourd'hui. Pour ma part, je pense que j'ai eu plusieurs façons de gérer ça au fil des années. Des fois, je me rends compte que lorsque j'étais plus jeune, j'ai beaucoup essayé d'établir des rapports de séduction qui n'étaient pas toujours à mon avantage parce que, je ne sais pas, je pensais qu'il fallait se présenter d'une certaine façon pour obtenir ces opportunités-là. Heureusement, je ne me suis pas fourrée dans des situations trop compromettantes, ni je me suis pas laissée faire dans des moments où peut-être que ça m'aurait ouvert certaines portes. Et par la suite, j'ai réalisé qu'en fait, ce qui m'aidait le plus, ce qui allait le plus m'aider, mais pas seulement dans le milieu de l'art, mais pour le reste de ma vie, c'était de créer autour de moi des espaces où ce genre de situation-là était dans les consciences et qu'on y cherchait des réponses. C'est-à-dire que je vais faire partie de regroupements féministes ou tout simplement de gens qui partagent les mêmes idées que moi. Et ce qui va être très important pour moi à ce moment-là, c'est de changer d'échelle et de me dire que peut-être que Haïti, c'est trop petit, il faut m'ouvrir au monde. Et c'est-à-dire que je crée des réseaux avec des gens qui sont un peu partout. Et même lorsque on ne parle pas forcément tous les jours, mais je crois que, par exemple,
rien que le fait que de savoir que ces gens-là existent, qu'ils créent un travail d'intérêt pour moi, pour la question de la femme, ça me donne un encouragement et un support moral qui est franchement incomparable. Et donc, pour le reste, j'essaie de l'ignorer, de les dénoncer lorsqu'il est sous mon nez. Et dans la mesure du possible, j'essaie d'encourager des jeunes femmes qui essaient de rentrer dans une carrière artistique et de leur donner des opportunités que peut-être qui leur feraient défaut ou d'un support dont ils ne bénéficient pas dans leur famille et dans leur communauté. Malheureusement, ces disparités, elles sont bien ancrées dans la société et elles sont tellement ancrées qu'en fait, on n'a pas vraiment de point de comparaison que si c'était différent. Et c'est le cas dans plusieurs domaines, hein, comme disait Louisa ou Gladys, dans les arts visuels, mais aussi dans le cinéma, dans le théâtre, la danse. Et je pense que la réponse à cela, c'est toujours de continuer de travailler et toujours en essayant de se surpasser. Et d'ailleurs, j'ai toujours pensé que les artistes caribéens, en tout cas, devaient toujours travailler 10 fois plus que les autres. 10 fois plus que les autres. Pourquoi? Parce que du fait qu'on soit excentré et voilà. Donc, je suis consciente de toutes ces disparités, mais voilà, je continue de travailler et ça ne m'empêchera pas de continuer. Donc, on voit que donc, vous êtes confronté effectivement à quelque chose que le monde de l'art est confronté, Barbara, c'était la question, à cette problème qui est systémique en fait. Cette difficulté qui est particulière et ça fait des camades. Hein, camades, c'est un mot portugais, je crois. Oui. Des liars. Je ne sais pas comment on dit. Comme dans un millefeuille, des choses qui s'ajoutent, hein, comme je disais tout à l'heure. Des superpositions. Des superpositions. Intersectionnelles. C'est intersectionnel, bien sûr, mais je pensais à cette chose comme ça, c'est lawyers, je ne sais pas comment on dit ça en français, des superpositions où disait Louisa, donc tu es femme, c'est ma prochaine question, attention. Oui, c'est comme ça. Je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Dedans. Je fais un retour en arrière par rapport aux choses que vous avez montrées, des images que vous avez montrées, qui étaient la question de l'hybridation. Déjà parce que nous avons donc des jeunes femmes qui travaillent et qui ont des pratiques qui sont elles-mêmes hybrides. C'est-à-dire, par exemple, vous faites peinture, mais peinture, dessin, collage, sculpture, installation, vidéo, photo. Donc, vous utilisez vraiment plusieurs sortes de supports, plusieurs sortes de médias. Donc, c'est intéressant. C'est déjà hybride comme pratique. Et dans votre création, il apparaît souvent donc des personnages hybrides, comme par exemple la maman Chadron de Gladys, qui est une divinité avec une représentation qui est à la fois humaine et animale, qui est liée aussi à ces personnages qui sont eux aussi couverts de sortes de poils, entre aussi animal et humain. Et ces poils, ce n'est pas des poils, en fait, je pense que c'est aussi là des piquants d'oursin. Et donc, c'est hybride de ça aussi. On voit ces personnes un peu plaintes, toujours entre quelque chose, toujours une chose et une autre. Et bon, Louisa, ton travail est totalement dans l'hybridation, puisque c'est comme ça que ça se présente. Et donc, moi, j'avais cette question. Et comment vous vivez cela? Est-ce que cela a un rapport avec l'hybridation culturelle dans laquelle nous sommes? Est-ce que ça a un rapport avec l'identité hybride? Cette identité, justement, avec plusieurs facettes que nous avons dans la Caraïbe. Et on va aller faire l'ordre comme ça pour savoir qui répond. Voilà, Kelly, si tu peux. J'aime beaucoup l'idée de croisement et de confrontation des éléments et des matières. J'aime cette idée de confronter les matières, les textures et les symboliques aussi. Et là, je vais vous montrer des vues de mes installations.
Alors ici, c'est une vue d'installation présentée à la Osage Foundation à Hong Kong. Pourquoi je vous montre une vue d'installation? Puisque je trouve que l'installation, c'est vraiment, pour moi, c'est un espace où beaucoup de médiums peuvent se confronter. Et puis, il y a plusieurs éléments et j'aime cette idée que le spectateur, en fait, il a des indices à chercher. Enfin, j'aime ce côté interactif et puis cette multitude aussi d'éléments et de parcours aussi. Et ici, une autre vue d'une autre installation qui a eu lieu à Miami en 2018, je crois. Et donc, voilà, dans mon travail d'installation, donc il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs techniques. Donc, il y a du dessin, de la peinture, des petits objets assemblés, du dessin au mur, du textile aussi. Et donc, toute cette multitude, cette variété, en fait, il y a aussi de la vidéo, suscite pour moi l'effervescence, en fait, l'effervescence pour le spectateur. Donc, toujours, enfin, on n'est pas statique, on cherche, on essaie de comprendre et voilà. Et je vais finir par une autre vue. Ici, c'est une vue de l'installation présentée à la Galerie Jeune Création à Paris. Donc, je présente des refuges et aussi des livres qui sont accrochés au mur. Donc, voilà, je ne suis jamais sur une seule technique, un seul médium. J'aime prendre ce risque d'aller chercher ailleurs, d'aller me confronter à d'autres médias et puis et aussi toujours de confronter des matières, confronter aussi mes lectures. Par exemple, je peux très bien me nourrir de lectures comme par exemple Marie Scondé, Traversée de la mangrove, ou alors Fugitif ou courtu de Denetem Twambona, ou alors ça peut être aussi du Jules Verne. Désolée, hein, la qualité de l'image est vraiment très mauvaise. Donc, ça peut être aussi du Jules Verne et ça peut être aussi des histoires bibliques, hein, donc recueil d'histoires bibliques. Ça, c'est un livre que mon père me lisait quand j'étais petite, avec toute une série d'histoires bibliques. Et donc, dans mon travail aussi, je confronte toujours les contes qui ont bercé mon enfance, mais aussi des histoires bibliques. Donc, on peut voir plusieurs symboliques, plusieurs iconographies dans mon travail qui confrontent ces deux types d'histoires. L'hybridation, pour moi, passe surtout par la création de personnages. Et cette création de personnages est tout à fait en alignement avec, pour moi, les imaginaires créoles et le rapport aux traditions orales. Et ce sont des personnages qui sont entiers, qui sont indivisibles, qu'on ne peut pas forcément séparer en parties qui seraient moindres. Et chacune de mes créations a une fonction, raconte une étape dans l'histoire et comble le vide, en fait. Là où je trouve qu'il y a un espace de silence, là où il y a un vide à combler. Et ça rentre dans la ligne de personnages qu'on retrouve à la fois dans l'histoire, celle qu'on apprend dans les livres, comme certaines histoires ou légendes qui sont créées autour de personnages qui ont existé, mais aussi dans tous les contes que l'on apprend,
d'êtres qui sont mi-animal ou alors qui font un avec la nature et qui en disent beaucoup sur notre rapport avec la nature, avec le temps, le passage du temps et sur les rapports, nos rapports entre nous, entre hommes et femmes. Je ne me suis pas posé trop de questions, l'idée m'est venue et tout de suite, ça s'est manifesté comme ça. Et je pense que c'est d'avoir grandi dans cet espace-là où ce ne sont pas des êtres qui sont complètement irréels, complètement magiques, mais qui vraiment marchent parmi nous et qui sont nous-mêmes. J'aime beaucoup quand Tessa parle du rapport à la nature et de l'espèce d'entrelac entre tout ce qui nous traverse. Et c'est vrai, hybridation, nous, on est un peuple issu de forces telluriques, on est issu du volcan, de cette frénésie, de toutes ces mémoires accumulées, de toutes ces histoires qu'on ne nous a pas racontées, mais qui sont là dans notre background. Et tout ça, ça donne envie de faire exploser tout ça. Donc, cette fusion qu'il y a en nous, c'est vraiment fondamental aussi. Comme je disais tout à l'heure dans mon travail, je partirais de cette installation, toutes les installations évolutives que je crée dans mon atelier, où il faut changer d'échelle pour se rendre compte des images, il faut se rapprocher pour se rendre compte qu'il s'agit de superpositions photographiques qui sont des anciennes installations qui sont superposées entre elles. Donc, ce sont des mémoires accumulées qui sont mis en scène dans une espèce de chaos, ce chaos façonné qui va exploser, et qui après qui est déplacé dans le dessin où il y a beaucoup plus d'aération, où l'élément, l'air se mélange au feu et va créer quelque chose qui est de l'ordre peut-être d'un autre élément, qui est peut-être de la fluidité des images entre elles, de tout ce qui est en relation perpétuelle et qui va se transformer, se multiplier. Donc, passer d'un médium à l'autre, mélanger les médiums, c'est la vie en fait, c'est créer de la vie, créer un monde, donner de la vie dans notre travail. Et ça m'est venu de façon naturelle d'utiliser des photos, de coller des photos, d'assembler des photos, de peindre sur des photos. Et tout ça, c'est le mélange et nous rappelle l'idée principale qu'on est une identité éclatée, une identité mouvante et multiple qui va continuer à grandir. Et heureusement, on ne la connaîtra pas puisqu'elle va toujours évoluer. Donc, vive l'hybridation et continuons à partager des mondes composites. L'hybridation, en fait, j'étais vraiment dans une pratique au départ du dessin pur et simple, vraiment au feutre. Et au fur et à mesure, les choses se sont évoluées. Et surtout, quand je suis partie en Guadeloupe faire ma résidence avec les ateliers Médicis, j'avais déjà montré ces visuels-là, mais ce sont ces dessins que j'ai réalisés durant cette résidence, où j'ai intégré la couleur à travers la technique du collage. C'est vraiment cet amour de la nature, cette observation de notre environnement caribéen, en fait, qui m'a permis d'intégrer ce collage dans mon travail. Au fur et à mesure, les choses ont évolué. Donc, ce personnage a commencé à prendre forme en prenant des photos d'oursins, en observant certaines plantes, certaines plantes ou autres. Et puis, petit à petit, je les ai intégrés dans ce personnage. Et cette hybridation a pris forme aussi par rapport à mes inspirations de la pop culture, que ce soit les mangas, les dessins animés, ça peut être aussi tout l'univers afrofuturiste. Donc, cette maman Chadon, elle évolue, elle change de forme, elle se contorsionne, elle lance des rayons laser. Et puis, je joue aussi sur ce paysage qui par exemple, cette idée de palmier dans mon travail qui est comme une représentation du doudouisme, de la représentation de la Martinique sur les cartes postales, Martinique, Guadeloupe et autres îles. Et ce palmier qui est au vent est là, ces palmiers sont là et
cette maman Chadon dévaste tout sur son passage. Donc, en fait, sur chaque feuille ou support, ben, cette maman Chadon évolue et agit d'une certaine manière en rapport avec la nature. Il y a toujours ce rapport à la lune aussi, qui est toujours présent, ce côté mystique, ce rapport à la mer qu'on a aux Antilles. Voilà, c'est de là qu'est venue cette maman Chadon. Excusez-moi. Et attendez. Et voilà, bon, c'est la seule photographie de cette installation. Je n'avais jamais réalisé d'installation. C'est en 2019 que j'ai réalisé ma première installation au CERMAC lors du Festival de Fort-de-France, où là, j'ai vraiment combiné différentes techniques, que ce soit, c'était la première fois que j'intégrais le dessin dans l'installation, la sculpture, il y avait aussi de la vidéo, du son. Donc, il y avait tout ça. C'était vraiment une première expérience pour moi. Et l'idée d'installation permet aussi au public de rendre les choses palpables, même s'ils n'ont pas la possibilité de toucher, mais ils rentrent dans un univers, dans une histoire. Cette installation-là s'intitule Archipélico et il y avait des corps installés au sol avec du sable et les corps étaient représentés comme des îles. Et le public pouvait enlever ses chaussures et circuler dans l'espace. Donc, ce qui est bien, comme disait, je rejoins l'idée de Kelly, c'est tout ce foisonnement de choses qui se passent et c'est la création d'un univers que le public peut intégrer et peut même participer à cet univers-là. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé bien pour cette autre dimension de l'hybridation que je ne connaissais pas, que j'ai vraiment expérimenté. Et voilà. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant dans le sens où ça donne aussi cette dimension onirique, étrange dans mon travail en tout cas, cette dimension mystique, étrange. Et voilà, franchement, ouais, l'hybridation, ça enrichit vraiment et ça répond en fait en quelque sorte à notre imaginaire, à notre culture. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais c'est déjà ça. Alors, moi, je reviens donc à la problématique centrale qui est celle de la discrimination, de l'invisibilité. Donc, en tant que femme caribéenne, artiste du visuel et francophone, n'est-ce pas une accumulation de facteurs produisant de l'invisibilité? Quelles sont vos stratégies respectives? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites, autrement dit, pour être vu, entendu, pris au sérieux? Alors, moi, je n'ai pas du tout de stratégie. Hein. Je travaille à fond. Il n'y a pas le choix. Comme disent, je crois que c'est Kelly et Louisa, c'était ça aussi. On est censé, enfin, on est obligé de travailler 2 fois plus dans la Caraïbe. C'est déjà une stratégie en soi. Oui, en quelque sorte, ou bien peut-être que c'est dans oui, dans notre façon de faire, on n'a pas le choix de travailler 2 fois plus. 2 fois plus que qui? Ben, 2 fois plus que déjà les hommes et ceux qui ont la facilité d'accéder aux lieux de démonstration en Europe, par exemple. Et, mais heureusement, enfin, je dis heureusement, malheureusement, ça peut être à double tranchant. On a les réseaux sociaux aujourd'hui, que ce soit Instagram ou autre, pour montrer notre travail, le diffuser maintenant. Chacun le diffuse à sa manière. Mais en tout cas, c'est aussi, ouais, on va dire que c'est aussi une stratégie de montrer son travail sur les réseaux et voilà. Et moi, pour ma part aussi, j'essaie de répondre à des appels à candidature du mieux que je peux. À l'international, il n'y a pas le choix. Et puis, voilà. C'est parce qu'on n'a pas, je parle pour la Martinique en tout cas, suffisamment de lieux de démonstration de notre travail.
Et encore, il y a beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là parce que la culture, je dis même la culture, hein, je ne parle pas que de l'art, des arts visuels, la culture en général en Martinique n'a pas la place qu'elle devrait avoir. Et avec le corona, voilà, on a bien vu ce que ça a donné. On a bien compris que la culture n'était pas essentielle. Donc, voilà, on est obligé en tout cas pour moi, de répondre au mieux à certains appels à projets et d'essayer de me rendre visible sur les réseaux comme je peux. Ah ben ça, c'est une stratégie. Ben oui, voilà, finalement, il y a une Donc, stratégie. appel à projet, à quelle échelle? Eh bien, national et international aussi. International Voilà, quand on même. essaye. Donne des exemples concrets. Ça a marché, en tout cas, en ce qui concerne Caribbean Linked. Oui, c'était avec Fresh Milk, où je me suis retrouvée avec des jeunes artistes de Fresh Milk. Je me suis retrouvée avec des jeunes artistes de la Caraïbe. C'était vraiment une expérience enrichissante parce qu'on n'a pas forcément aussi encore un autre problème. Toujours cette opportunité de l'y en est, de se regrouper avec d'autres artistes et jeunes ou moins jeunes, mais on n'a pas forcément ces possibilités-là. J'avais aussi fait Fountainhead Residency à Miami. Donc là, ce n'était pas vraiment un appel à projet, mais on a repéré mon travail. Donc, grâce au réseau. C'était quelle institution, ça? Ça se trouve à Miami. Fountainhead Residency à Miami. Tu ne sais pas par qui c'est organisé? Non, c'est madame, comment elle s'appelle? Catherine Mikessel et Mike. En fait, je pense qu'ils ont des subventions. Ce n'est pas une institution. Non, c'est vraiment un lieu, c'est pas vraiment une institution, c'est un couple qui ont décidé de faire des choses pour l'art et d'héberger des jeunes artistes. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, on continue petit à petit. Et voilà. D'accord. Gladys a quand même été, ça faisait partie de l'actualité. Elle a quand même été élue pour la Biennale de Mercosur. Ben, ah voilà. Mon Dieu, oui, j'en ai pas parlé, mais le corona a encore fait son travail de ce côté-là. Oui, l'année dernière, voilà, j'avais été repérée pour cette biennale-là aussi. Oui, mais est-ce que tu es arrivée à la biennale par hasard ou bien ça fait partie même d'une stratégie de visibilité? Je pense que, comme je le disais, les réseaux ont fait leur travail. C'est bien pour ça qu'on présente notre travail sur Instagram ou autre. Finalement, donc, tu as un compte Instagram, donc tu as des outils qui relaient ta présence sur la toile globale. Et puis, je pense aussi c'est les contacts au fur et à mesure qu'on rencontre des contacts. Chacun parle de certains artistes. Voilà, c'est ce réseau qui se fait au fil des résidences. Et voilà, c'est comme ça que les choses se font aussi. Donc, on est bien dans de la stratégie. Il y a une manière de faire. Là, ce n'est pas de mon ressort. Là, je mets sur les réseaux et après, oui, je rencontre des gens. Après, s'ils veulent en parler, ils parlent de moi. S'ils ne veulent pas en parler. Mais donc, alors, Gladys, on est d'accord que tu produis du contenu, que tu mets sur des plateformes et que tu distribues vers des réseaux. Donc, tu n'es pas dans une attente passive. Ce ne sont pas les réseaux qui font émerger ton travail. Non, c'est sûr, ce n'est pas que les réseaux. Donc, tu as une attitude proactive. Oui, on essaye. C'est ça. Mais il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que, oui, je ne me sentais pas stratège quand je faisais tout ça. Pour moi, c'était juste... voilà, oui, peut-être qu'on devrait mettre le mot stratégie là-dedans. Mais pour moi, ça semblait juste normal de faire ça, dans le sens où il faut se faire connaître et puis bon, voilà. Vous faites, en tant que femme, on fait 2 fois plus, mais en plus, il faut l'habiller de modestie. Ah, non. Pour ne pas paraître agressive. Ah non, je ne savais même pas que c'était de la modestie.
Non, franchement, c'est juste que parfois, je fais sans vraiment avoir cette conscience de faire autant. Il y a ça aussi, on est tellement, enfin, pour ma part, je suis tellement dans ma création, dans mes actions et tout, et finalement, il faudrait peut-être se poser et que je puisse comprendre que, tout ce que je suis en train de faire, il y a ça aussi. Ben, c'est peut-être pour ça qu'il y a ces moments de discussion pour ouvrir les yeux sur ces choses-là, sur ces choses-là. Voilà. Je dois dire que j'ai trouvé au fil du temps que non seulement je devais négocier avec une certaine invisibilité, mais aussi avec une hypervisibilité à d'autres moments. Et tout dépend Pas de dans les l'échelle. mêmes registres. Exactement. Par exemple, Est-ce que tu par veux nous exemple, dans dire? le milieu de l'art, je suis Oui, hypervisible en Haïti, par exemple. tu es Peut-être hyper pas. visible. Ben oui, peut-être, ça ne se traduit pas forcément par une exposition. Il n'y en a pas tant que ça d'exposition, en fait. Mais on parle de mon travail parce il est en lui-même, dans son contenu, très visible ou peut-être qu'il choque certaines sensibilités. Et donc, je me trouve souvent être cette artiste-femme-là. En fait, je me suis rendue un peu incontournable, je pense, sur le milieu de la création haïtienne où on ne peut pas ne pas parler de mon travail. Donc, c'est peut-être ça une stratégie que je me rends incontournable, qui serait complètement ridicule de parler de l'haïtien sans parler de moi. Oui, sauf que D'une part, c'est un très petit milieu aussi, c'est-à-dire qu'on est vite incontournable. bien sûr, mais ce que ça fait, c'est qu'il y a quand même un rayonnement pour ce que ça intéresse. Et j'ai presque envie de dire, dans une certaine mesure, mon travail n'est pas pour tout le monde non plus. Et je ne chercherai pas forcément à atteindre ou tenter de changer ou tenter de convaincre les gens qui me rendent invisible in the first place. C'est-à-dire que je cherche à tisser des liens avec principalement des commissaires d'exposition ou des autres artistes noirs de l'Amérique latine. Je travaille mes qualités, enfin, mes connaissances de langue, donc l'anglais et l'espagnol, ça compte beaucoup aussi dans ma stratégie dans ce sens-là, où j'arrive à communiquer tant bien que mal avec des gens qui viennent d'horizons divers. Et surtout, je participe dans le plus que possible de groupes de lecture ou de groupes où on réfléchit à la question décoloniale, même lorsque ce n'est pas forcément ça le cœur de mon propos. Donc, pour moi, rencontrer la rencontre des esprits a toujours été un moyen très fort de véhiculer mes idées parce que c'est souvent à travers les idées que l'on me retrouve. Et il y a un moment donné, j'ai partagé beaucoup mon travail à travers un blog que j'avais créé, mais que je n'alimente plus, mais qui est toujours en ligne. Et ça m'a permis de faire connaître un peu mon travail. Le site web. Comment s'appelait ce blog? Comment s'appelait ce blog? Ça s'appelait Current Works and Projects. Current Works and Projects en anglais, mais j'écrivais mes posts en créole, en fait. Mais j'avais mis la possibilité de traduire la page. Enfin, il y avait des outils pour permettre aux gens d'accéder à ça. Donc, si je comprends bien, toi, tu travailles en 4 langues. Oui. Oui, en fait, il y a des moments où j'ai été tentée d'utiliser que l'anglais, en fait. Passer le français. Je ne sais pas, mon expérience avec la France a fait que ce milieu-là ne m'a jamais vraiment interpellée. Ça ne m'a pas intéressée, en fait. La question de les nuances du racisme en France, j'arrive difficilement à gérer ça. Peut-être que c'est pas Est-ce que tu veux me parler, tu veux élaborer un peu plus sur l'expérience du racisme en France pour qu'on comprenne mieux? Bon, je ne peux pas parler pour comment les choses sont maintenant, bien que je tente de me garder au fait de la situation. Mais lorsque j'étais étudiante, je vivais chez l'habitant, où j'ai confronté un certain type de racisme parce que mon hôtesse était de certain âge, elle avait des petits amis de ce même âge, et je pouvais pénétrer dans un espace et dire bonjour. Et là, c'est comme si je n'existais pas. De l'invisibilité. De l'invisibilité dans l'espace où je vis et où là, je paie mon loyer. Bien sûr, ça, c'est quelque chose que l'on peut trouver partout.
Mais ce que j'ai rencontré sur mon campus scolaire, c'était cette nuance française où presque ils ont envie de te dire que ça compte même pas que, en fait, que tu es noir, tu es en France. Et j'ai fait le bac français, donc je devrais savoir ce que c'est que les valeurs de la République. Et en fait, mon histoire, l'histoire d'Haïti était complètement absente de ce que j'étudiais. Et il n'y avait personne comme moi. L'histoire de l'art, c'était... En fait, j'ai envie de dire que l'histoire de l'art que j'ai appris se résumait à Marcel Duchamp semestre après semestre après semestre. Et pour moi, cette absence de gens qui me ressemblent, c'était intolérable. Et même que j'ai rencontré quand même des Antillais, mais la première question qu'ils me posaient, et peut-être c'est ma sensibilité d'haïtienne, est-ce que mon papa est blanc? Ça m'a... Tu sais, cette question de est-ce que tu es mix, est-ce que tu es métisse? C'est quelque chose que je n'arrive pas à négocier, qui me... Ouais. Donc, développer mon travail en France ne m'a jamais intéressé. Ça m'intéressait l'Amérique latine, l'Amérique tout court et l'Afrique. C'était comme ça pour moi. Tu n'es pas encore allée en Afrique? Je suis allée au Mali, mais pas dans le cadre de mon travail, juste pour découvrir l'espace. Oui. Donc oui, moi, c'est le support. Objectif Biennale Dakar. Objectif Biennale Dakar, on est d'accord. Ça ne pas arriver, oui. Mais j'ai aussi appliqué à de nombreuses résidences. Et en fait, moi, je me suis toujours dit que ça ne coûte rien d'essayer. Et j'ai collecté des noms, en veux-tu, en voilà. Et voilà, j'ai un tiroir où j'ai tous mes noms. Mais en fait, j'ai beaucoup puisé dans mes noms pour pouvoir raffiner ma pensée et élaborer des projets qui étaient beaucoup plus sensés et qui m'enrichissaient moi-même dans la progression de ma démarche. Merci, mais tu nous confirmes que tu dois faire 10 fois plus que tes pairs masculins. J'ai jamais eu cette impression en ce qui concerne mes pairs masculins en Haïti. Et en fait, je pense que ça, c'est l'une des caractéristiques peut-être de ma nature, où j'ai tendance à trouver que j'en fais pas assez. Donc, c'est peut-être parce que j'en fais pas trop. Je ne sais pas, je me perds un peu de mes pensées, mais j'ai pas eu cette sensation-là. J'ai eu toujours la sensation, en fait, à cause de mon contexte, c'est sûr, d'avoir certains privilèges que beaucoup d'artistes haïtiens mal en Haïti n'avaient pas. Et cet accès à la langue, cet accès à la technologie, cet accès, c'est quelque chose d'intersectionnel. Je viens d'une famille qui a certains privilèges, qui a une certaine... notoriété. Exactement. Une écrivaine, arrière-petite-fille quand même de Jean Price Mars, ce n'est pas rien dans la Caraïbe, dans le monde nègre, et c'est une carte de visite, bien entendu. Voilà. Mais ça ne t'a pas empêché de souffrir de l'invisibilité dès que tu es déplacé en dehors de ton île. On est d'accord? Oui, elle existe, cette invisibilité-là. Elle existe. Mais effectivement, quand même, lorsque je voyageais dans des cadres bien spécifiques où j'étais voulue et invitée. Et à ce moment-là, je me retrouve à devoir parler pour tout le monde. Je parle pour tous les artistes haïtiens. Je parle d'une expérience haïtienne qui serait l'expérience haïtienne. Ou alors, je ne suis pas valide parce que je ne présente pas Haïti sous un certain angle. C'est ce genre de situation-là que j'ai beaucoup confronté. Ça veut dire qu'il y a une invisibilité que je peux prétendre ne pas avoir parce que j'ai quand même trouvé des opportunités que j'ai essayé d'exploiter au maximum. J'allais répondre au début, comme Gladys, aucune stratégie, mais en effet, j'ai compris que oui, j'avais une stratégie, réseaux sociaux, répondre aux appels à candidature. Alors franchement, j'ai passé beaucoup de temps à faire ceci. La première fois que ça a marché, c'était l'année dernière à l'international pour la Biennale de Dakar. Grosse surprise, retenue. Bon, évidemment, Corona, comme Gladys, Biennale de Dakar en suspens. Je pense que ce sera 2022, mais on n'a aucune nouvelle. Donc, une stratégie de fédérer aussi, de se fédérer, d'être solidaires ensemble, d'avancer, de connaître les autres artistes de la Caraïbe. Parce que moi, je suis partie très jeune et j'étais un peu coupée de ce monde et je me suis rapprochée en rentrant de plus en plus parce que
mon île me manque, donc j'essaie tant que je peux de quitter la France, de rentrer, quitter la France hexagonale, de rentrer et de travailler. Et je suis très fière d'avoir commencé une collaboration avec Ricardo Lafontaine. Et donc, je vais vous montrer une image de ce qu'on a pu déjà faire. Et je trouve que ça a du sens de collaborer aujourd'hui, de se fédérer, de mélanger nos énergies et de créer des choses. Donc, qui est intervenu sur qui est un élément important dans mon travail, qui est un jeu avec la palette du peintre et la palette comme élément de migration. On transporte des denrées pour la Martinique ou autre. Donc aujourd'hui, on devrait vraiment se serrer comment dire, de se fédérer, serrer les coudes, voilà, et avec les réseaux sociaux, de découvrir tous les autres artistes aussi qui sont autour de nous, qu'on ne connaît pas, d'essayer de dépasser la barrière de la langue et d'échanger. Comme aujourd'hui, on se rencontre en vrai. Tessa Mars, je connaissais son travail, mais je ne lui avais jamais parlé. Kelly, on s'était déjà un peu parlé. Gladys, on se connaît depuis que je rentre souvent en Martinique. Et donc, je trouve que c'est important de continuer ces échanges et de faire grandir et de multiplier nos énergies pour avancer. Et puis comme ça, ensemble, on sera plus visible dans le monde de l'art. Par contre, ouais. tu penses que les expositions 100% femmes sont à éviter? Oui, je pense. C'est ce qu'on fait là aujourd'hui. C'est pas une exposition. C'est pas une exposition, c'est un échange. Mais il y a une idée derrière ce que vous faites. C'est très bien. Je parle d'exposition dans le sens où c'est exposé, on cible, il faut dépasser cela. Et parce qu'en plus, quel public on cible quand on fait une exposition? Que de femmes. Le même public, sauf que au niveau du contenu, on est toutes des femmes comme on est là aujourd'hui. On pourrait très bien passer à une expo telle qu'on est là. Oui, mais je trouve que c'est jouer le jeu de la stigmatisation. Après, c'est un avis personnel. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu, qu'il faut pas faire ce jeu, qu'il faut montrer des artistes femmes, évidemment, mais il faut montrer de l'art. Et parce que jouer le jeu, jouer ce carnaval, c'est pas... Enfin, je trouve pas ça... Si tu montres de l'art fait par des femmes, ce n'est plus de l'art. C'est ce que, si je pousse ton discours jusqu'au bout, c'est ce que ça voudrait dire. Non, c'est pas ça. Je sais plus c'est qui, une journaliste qui disait qu'elle était une journaliste avant d'être une noire qui fait une journaliste noire. En fait, elle n'est pas une noire qui fait du journalisme, elle disait qu'elle était une journaliste. Est-ce que c'est pas un biais, ça? Parce qu'une exposition où il n'y aurait pas de femmes du tout, on envoie des expositions où il n'y a pas de femmes du tout, on en voit tous les jours. Oui. Ça passe comme une lettre à la poste. Ah ben aujourd'hui, ça commence à poser problème. La question, est-ce que c'est de l'art, ne se pose même pas. Donc, l'absence des femmes passe comme une normalité. Ah non, moi, dès que je vois une expo, il n'y a que des hommes, ça me pose problème. Je pense que ça pose de plus en plus de problèmes. J'espère en tout cas. Et donc, donc peut-être que faire une expo que de femmes, ça fera réveiller les consciences et on va se dire, oula, il n'y a que des femmes. Peut-être, oui, c'est une façon de renverser le problème et de provoquer et de créer un choc, oui. Mais oui, peut-être qu'il faut jouer le jeu pour renverser, oui. Une stratégie de visibilité. Oui. Voilà, oui, peut-être. Peut-être, en effet. Personnellement, j'ai jamais compris pourquoi il fallait jouer ce jeu, mais peut-être que faut voir ce jeu comme une stratégie pour réveiller des consciences, oui. Et donner la parole. Donner la parole aux femmes, oui. Je comprends très bien la position de Louisa de cette question, parce qu'on entend beaucoup, hein. On entend beaucoup. Je suis artiste, je ne suis pas artiste noire, par exemple. Si on remplace femme par noire, ça nous choque. Je suis artiste, je ne suis pas artiste noire. Cependant, être artiste, je suis artiste et pas artiste femme, tu es quand même une femme artiste, et en même temps, cette invisibilisation qui est systémique, elle existe. Ah oui, tout à fait. Effectivement, les artistes brésiliens noirs peuvent dire, mais je suis artiste. La question d'être noir n'est pas importante. Elle est importante un peu quand même.
Elle compte. Ah oui, non, mais ça, La c'est... visibilisation de cet artiste-là passe justement par ces biais-là. Et donc, c'est pourquoi aussi pour les femmes, c'est la même chose. Mais je comprends ta position, la question de te dire, bon, pourquoi j'aurais une catégorisation alors que les hommes, on ne dit pas un artiste homme, on ne le dit jamais. C'est ça. Et effectivement, voilà, et à un moment donné, il faut comprendre que la visibilisation existe et il faut en lutter. Enfin, Tout à fait. Donc, pour répondre à ta question, Barbara, donc, certes, nous sommes une minorité, mais pour ma part, je pense que nous ne sommes pas invisibles, mais plutôt pas assez visibles. Donc, voilà, il y a une nuance. Et donc, les stratégies que je mets en place, ou enfin, oui, stratégie entre guillemets, après, je ne sais pas si ça l'est vraiment, mais en tout cas, je dirais en temps normal, je dirais voyager, mais là, ce n'est pas possible du tout, pour le moment en tout cas. Donc, en attendant de pouvoir le faire, eh ben, je réponds à des appels à projets, hein, donc comme toutes les artistes présentes ici. Par exemple, la résidence Stay Home de Catapulte, dont j'ai été lauréate il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est une résidence très intéressante puisqu'elle proposait un format tout à fait différent. Donc, l'artiste est dans son atelier, il est chez lui et donc il crée. Et puis, il y avait des moments de démonstration de son travail par le biais des réseaux, par le biais de blogs. Il y avait des Zooms, des rencontres aussi. Ensuite, perfectionner aussi mon anglais parce que c'est très important. Et ensuite, et surtout s'intéresser aux pratiques d'autres artistes à l'international, mais aussi dans la Caraïbe, s'intéresser à ce que font les autres et puis ne serait-ce que, je sais pas, liker parfois un travail ou liker une pensée. Je pense que ça a l'air anodin comme ça, mais finalement, enfin, surtout dans la période que tous les artistes traversent en ce moment, qui n'est pas une période super facile. Et donc, je pense que ça peut aider aussi de vraiment s'intéresser à ce que l'autre fait. Et je rebondis aussi sur les réseaux sociaux qui sont, si on sait vraiment bien l'utiliser, qui peuvent être une vraie vitrine pour les artistes. Et à l'international, en tout cas, je pense à Instagram, Facebook aussi, puis il y en a d'autres, il y a LinkedIn, il y a d'autres réseaux. Moi, je fonctionne surtout avec Instagram, en tout cas, et puis voilà, je pense que ça peut vraiment aider. En gros, c'est ça. Donc, enfin, moi, ce que j'ai retenu, c'est que tout le monde parle toutes les filles se rejoignent sur la question des réseaux sociaux. Ce serait peut-être bien qu'on précise lesquels vous semblent les plus propices, les plus efficaces, parce que tous les réseaux sociaux n'ont pas la même fonction. Donc, moi, je serais curieuse de voir ce que les filles, si elles ont la même expérience des réseaux sociaux. Non, on ne peut pas partir sur de nouvelles questions. Je suis désolée, il faut qu'on clôture. Il me semble, en tout cas, sur les réseaux, il me semble que la plupart a parlé d'Instagram très fortement. Personne n'a cité. Voilà, c'est ce que je pensais aussi. Je pense on doit clôturer. Donc, je ne sais pas si tu veux dire 2 mots de clôture. Sinon, on doit passer aux questions du public. Et là, je parle parce qu'on est en direct et qu'il y aura des questions du public. Et donc, j'espère donc que les personnes qui ont fait des questions, on va pouvoir donc les lire et les artistes vont pouvoir répondre. Parfait. Donc, moi, sur la clôture, donc, je te remercie déjà pour cette initiative, Mathilde, c'est magnifique. Je pense que c'est quand même encore un acte héroïque aujourd'hui de consacrer un thème, une thématique particulière aux femmes de la Caraïbe. Et pour ma part, c'est la première fois que je participe à une telle plateforme.
en 30 ans de carrière. Donc, merci beaucoup et je remercie l'AICA Sud Caraïbes pour cette opportunité. Et puis, juste un petit mot pour les filles. Actuellement, il y a l'appel à proposition de projet pour la biennale qui est lancé par le CIF en ligne. Donc, je partage l'information. Bien, et moi, donc, je vous remercie toutes, je remercie toutes les collègues, les artistes, Barbara, AICA, donc, qui a lancé cette série In the Process. Restez connectés pour savoir quand le prochain épisode aura lieu. Restez donc connectés sur nos réseaux sociaux. Donc, nous avons un blog à l'AICA Caraïbes du Sud, une page Facebook, et vous allez donc pouvoir retrouver le prochain épisode. Et donc, je vous dis à bientôt.